Donc, s'il y a un souci sur le microphone, vous me le dites, s'il vous plaît. Donc, le cours d'aujourd'hui concerne le correcteur PID. PID pour proportionnel, intégral et dérivateur. Donc, il y a 3 actions que l'on va voir qui sont combinées pour former ce contrôleur PID. Donc, la problématique, la première qui est posée à un automaticien est de garantir la stabilité. Donc, votre première difficulté, c'est de gérer l'éventuelle instabilité de votre système. Je l'ai mis en rouge, c'est le critère le plus important avant même de brancher votre installation. Il faut garantir que le système est stable avant de le brancher, de l'utiliser. Autrement, il y a risque d'explosion ou risque assez dangereux sur l'homme. Donc la sortie peut être oscillatoire, légèrement amortie. D'accord? Les oscillations peuvent augmenter jusqu'à aller vers l'instabilité. Donc vérifiez bien que votre système est stable. Une fois que la stabilité est garantie, on passe à ce qu'on appellera les performances de l'asservissement. Voilà, vous me dites que mon système est stable. Ok, cette fois-ci, on va regarder les performances. Donc, ce sont des critères qui vont venir, qui sont moins dangereux pour le système, comme la stabilité, mais sur lesquels on sera regardant pour vérifier si l'asservissement est performant ou pas. Le premier critère, c'est la précision. Donc, vous devez gérer l'imprécision qui peut y avoir en termes d'erreurs trop importantes. L'erreur statique, c'est l'erreur que vous observez entre la sortie à asservir et sa consigne. D'accord? Il faut vérifier à ce que cette erreur soit relativement... Oh, vous avez exclu de la rue. Si. C'est parce que sur Teams, bah si, sur Teams. Antoine, c'est super drôle. Antoine, n'ouvrez pas vos microphones, s'il vous plaît, si vous ne voulez pas parler. D'accord? Donc, en termes de performance, on va d'abord parler de la précision en termes d'erreur statique. Ensuite, est-ce que votre système est rapide ou pas? Est-ce qu'il est lent? Donc ça, c'est un des critères qui est lié aux performances de notre système. Il faut s'assurer que la réponse en temps de notre système ne soit pas trop importante. La réponse soit assez rapide. Alors, par la suite, vous devriez concevoir un contrôleur qui répond à l'ensemble de ces exigences. D'accord? Donc ça, c'est notre système. Donc quand vous êtes dans une phase d'asservissement, il faut d'abord commencer par un schéma bloc. Qu'est-ce qu'un schéma bloc? Vous allez mettre des blocs qui vont représenter différents éléments. Premier élément, c'est votre système à asservir, défini par une fonction de transfert G de P. C'est le système à asservir. Donc en sortie, on aura S de P, la sortie en fréquentiel, en laplacien. Ce système peut nécessiter un capteur. Donc S de P, si c'est une température en degrés Celsius, on n'y a pas accès directement. Donc pour avoir la mesure, il nous faut avoir un capteur qui va nous donner une sortie mesurée, d'accord, en tension, qui sera l'image de cette température qui est en degrés. Puisqu'en pratique, on ne manipule que des tensions. D'accord? Donc SM, c'est exactement la même sortie S, sauf que c'est son image mesurée en tension. Ensuite, vous arrivez à ce niveau et vous mettez un comparateur. Donc cette flèche rentre avec un plus, la mesure rentre avec un moins,
ce dispositif est un comparateur qui va comparer la consigne et sa mesure. Donc, il va faire une opération de soustraction. La soustraction, ce qu'on appellera l'erreur, va entrer dans le correcteur. Le correcteur raisonne par rapport à cette erreur, c'est le cerveau, et en fonction de cette erreur, il va délivrer un signal de commande. Donc, grand E de P, c'est la référence, votre consigne. Une fois comparé avec SM, la sortie mesurée, on récupère une erreur appelée epsilon. Le correcteur se base sur cette erreur pour délivrer un signal de commande. Donc, si l'erreur est trop importante, la sortie mesurée est éloignée de la consigne, le correcteur va appliquer une commande relativement élevée pour rattraper le coup. D'accord? Plus l'erreur est faible, et plus la commande sera faible pour dire attention, je me rapproche de ma consigne, donc il faut y aller doucement. Si l'erreur est nulle, c'est notre objectif, là ça veut dire que la sortie mesurée est pile poil égale à la consigne. Auquel cas, le correcteur observe une erreur nulle, il va produire une commande nulle. Donc on n'agit plus sur le système tant que je suis exactement sur la consigne. D'accord? Il n'y a plus de correction à effectuer. Alors ici en encadré, vous avez le contrôleur qui vient généralement, qui inclut la partie correcteur et la partie comparateur. Donc il suffit de rentrer la consigne et la mesure. D'accord? Donc ça, c'est un schéma bloc standard d'une régulation automatique. Alors le correcteur proportionnel, commençons par la première action dans le correcteur PID, prenons l'action proportionnelle. Sa fonction de transfert est de ce type-là, K indice P. L'indice P, ce n'est pas l'opérateur laplacien. L'indice P, c'est pour dire que c'est une action proportionnelle, un gain proportionnel. Alors si on veut tracer le BOD d'un gain proportionnel, d'une constante, eh bien vous allez avoir une constante. D'accord? Sur tout le tracé de la pulsation, ici il n'y a pas de pulsation, donc ça ne va pas dépendre de la pulsation. Si on trace le gain en dB, ça sera 20 log de cette constante, 20 log de Kp. Pour la partie phase, il n'y a pas de phase, puisqu'il n'y a pas de partie imaginaire. Donc ça sera arctangente 0 sur Kp, autrement dit 0. Ça, c'est le BOD du correcteur proportionnel. Donc le proportionnel ajoute simplement une constante, un décalage sur le tracé des gains, et il ne modifie pas le tracé des phases, puisque sa propre phase est nulle. Donc on voit bien que si vous voulez changer le tracé des modules, et uniquement celui des modules, vous pouvez le faire grâce à une action proportionnelle, puisque le module de l'action proportionnelle va s'ajouter, s'additionner au module, au tracé du module de votre. De combien on ajoute? On va ajouter 20 log de Kp. Quelles sont les caractéristiques du régulateur proportionnel? Dans quel cas on l'utilise? Donc, comme vous l'avez vu ici, il peut augmenter le tracé du gain. Donc, il va additionner son propre gain à celui du système. Donc, il va augmenter le tracé du gain. Et ceci aura pour conséquence d'agir sur la rapidité et la précision. Par contre, l'augmentation se fera sur toute la plage de fréquence. Il va ajouter son propre gain sur toute la plage de fréquence.
Parfois, on a intérêt à ajouter uniquement au début ou uniquement à la fin. Vous allez voir à travers des exemples qui vont suivre. Donc, son principal rôle est de stabiliser le système. Donc, on va calculer le gain proportionnel justement pour stabiliser le système. Par contre, c'est une action, c'est un gain à utiliser avec modération. C'est-à-dire qu'une valeur trop élevée aura l'effet inverse. Il va déstabiliser le système. Généralement, les valeurs du gain proportionnel sont relativement faibles dans la pratique. Alors maintenant, on va passer au correcteur PI, proportionnel intégral. Donc là, sa fonction transfert regroupe les deux actions. Le gain proportionnel que l'on a vu tout à l'heure, plus un gain intégral. 1 sur P, c'est un intégrateur, auquel on va rajouter le gain KI. Donc KI, c'est un gain d'intégration. I pour intégration. Donc le correcteur PI a cette fonction de transfert. On peut l'écrire sous forme d'un gain proportionnel et d'un gain intégral. On peut aussi sortir le KP facteur commun. Si vous sortez le KP facteur commun, ce sera KP fois 1 plus cette expression-là. Donc il n'y aura plus de KI. Il y aura un TI que l'on mettra au dénominateur ici, avec TI égale à KI sur P. Alors, à ce moment-là, le TI devient, ou est appelé, constante de temps d'intégration. C'est une constante de temps. Donc, il y a une unité en secondes. Alors que le KI, c'est un gain qui n'a pas d'unité. Alors, si on veut tracer le mode, le gain et module de cette fonction, on voit bien il y a le proportionnel et l'intégral. Le proportionnel, on l'a vu, c'est un simple gain, c'est un offset constant, d'accord? Et l'intégrale va être représentée par une pente. L'intégrale est un système du premier ordre, puisque P, 100 degrés vaut 1, et donc ça va être représenté par une pente une droite d'une pente de 20 dB par décale. D'accord? Donc là, on voit bien les deux actions, le 20 log de Kp, ici, et la pente à droite liée à l'intégrateur KI sur P. Donc les deux se croisent à la valeur 1 sur TI. Le tracé réel, c'est le tracé qui démarre de cette asymptote qui rejoint l'asymptote finale. Pour le tracé des phases, vous allez avoir la chose suivante. Donc la pulsation de coupure 1 sur TI, on va démarrer à moins pi sur 2. D'accord? On traverse ici au milieu, donc à moins pi sur 4, il y a un point d'inflexion. Ensuite, on va rejoindre l'asymptote nulle à la fin. Je rappelle que c'est un système du premier ordre et on a vu déjà comment tracer un mode du premier ordre. Quelles sont les caractéristiques d'un régulateur PI, proportionnel intégral? Il va augmenter le gain en basse fréquence. Donc on ne va pas augmenter sur toute la bande de fréquence, il va l'augmenter uniquement en basse fréquence. Si on réfléchit par rapport au temps, donc il va jouer une action lorsque le temps est très grand. Parce que vous savez que la fréquence est inversée par rapport au temps. Donc sans déstabiliser le contrôleur, il va améliorer la précision. Rappelez-vous que l'action intégrale, elle est là pour améliorer la précision à la fin. Donc si vous avez une erreur statique à la fin,
vous n'arrivez pas à rejoindre exactement la consigne, donc présence d'une erreur statique, on peut la réduire ou l'annuler grâce à une action intégrale. Donc c'est comme ça qu'il faudra penser à utiliser l'action intégrale si jamais vous avez une erreur statique à la fin. Donc s'il est calculé correctement, si le gain intégral est calculé correctement, on peut même annuler l'erreur statique. Donc proportionnel pour garantir la stabilité, le gain intégral pour agir sur l'erreur statique à la fin. Alors l'autre possibilité de combinaison, c'est d'utiliser le proportionnel et le dérivateur. Donc vous aurez toujours le gain proportionnel plus un gain de dérivation. Alors on a dit que 1 sur P c'était un intégrateur, son inverse, c'est-à-dire P, est un dérivateur, auquel on rajoute, enfin multiplie par un gain de dérivation pour pouvoir ajuster le rôle du dérivateur. Alors pareil, si vous sortez Kp en facteur commun, vous allez avoir cette expression, et auquel cas Td est appelé constante de temps de dérivation. Donc Td est évalué en secondes, alors que Kp et Kd n'ont pas d'unité, c'est des gains. Donc le tracé de Bode, vous allez avoir l'action du proportionnel, donc un offset, une constante, jusqu'à la pulsation de coupure qui est 1 sur Td. Et là, vous allez avoir l'effet de l'action dérivée, donc de la fonction P. 1 sur P était une droite qui descendait avec une pente de moins 20 dB par décade. Par contre, P est une droite qui monte avec une pente de plus 20 dB par décade. D'accord? En rouge, vous avez le tracé réel. Pour le tracé des phases, vous avez le symétrique par rapport à l'axe des abscisses par rapport à tout à l'heure. Donc on démarre de 0 degré, on traverse au niveau de la pulsation de coupure au milieu, donc à pi sur 4, un point d'inflexion, pour rejoindre l'asymptote de pi sur 2. Qu'est-ce qui caractérise ce correcteur? Alors, il va augmenter le risque de sensibilité au bruit. Donc, l'action dérivée va faire en sorte que votre système va devenir sensible au bruit à haute fréquence. Parce que les bruits sont généralement à haute fréquence. Il va améliorer la marge de phase et donc améliorer la stabilité du système. D'accord? Son principal rôle de l'action dérivateur, c'est d'améliorer la rapidité du système. Donc l'action dérivée, on la rajoute si on voudrait accélérer ou au contraire ralentir le système. On dit c'est une action qui a lieu au début si vous avez l'axe des temps. Si on réfléchit par rapport à l'axe des temps, l'action dérivée agit au début pour accélérer ou ralentir. Après son effet s'annule. Alors que l'action intégrale n'a pas d'effet au début, mais elle va agir plutôt à la fin des temps en régime permanent pour annuler une erreur statique à la fin. Si on combine les trois actions, proportionnelle, intégrale, dérivée, vous les avez sur l'expression de la fonction transfert du correcteur. Là aussi, vous pouvez sortir le Kp facteur commun et vous récupérez les deux constantes de temps, intégrale et dérivée. Alors, en combinant les tracés de Bode de chaque action, vous allez avoir une courbe pour le tracé des gains sous forme d'une baignoire. D'accord? Donc, on descend avec une pente de moins 20 dB par décade jusqu'à la première constante de temps. Ensuite, il y a une constante de 20 log de Kp
Ensuite, on va remonter avec une droite de pente de plus 20 dB par décale. Voilà. Pour le tracé des phases, on va commencer à moins pi sur 2. Un point d'inflexion à la première constante de temps, première pulsation. Ensuite, un autre point d'inflexion. Donc, on va démarrer à moins pi sur 2 et arriver jusqu'à pi sur 2. Avec aussi un point d'inflexion à la moitié de la distance ici. Donc, ça va se passer comme ça. Moins pi sur 2. Alors là, je l'ai tracé avec les moyens du bord. Normalement, ça passe ici au point d'inflexion, ça traverse. Ensuite, un autre point d'inflexion ici pour passer de la partie négative à la partie positive. Et rebelote un autre point d'inflexion pour aller rejoindre l'asymptote A plus l'infini. Qu'est-ce qui caractérise la combinaison des trois actions? Eh bien, on va combiner les avantages de chacune de ces actions. Autrement dit, le proportionnel pour stabiliser, l'intégrateur pour agir à la fin et annuler ou réduire l'erreur statique, et le dérivateur pour agir au début sur la rapidité. La problématique qui vous sera posée, les questions seront, outre d'appliquer ce correcteur PID, mais en particulier de dimensionner les gains de chaque action. Quelle est la valeur à mettre sur KP, KI et KD de manière à répondre correctement au cahier des charges? Donc la plupart des questions que vous allez avoir par la suite, c'est le dimensionnement de ces actions. Il y a plusieurs méthodes pour dimensionner les gains PID. Parmi elles, vous pouvez trouver un dimensionnement en imposant une marge de phase et une marge de gain. Si le cahier des charges nous impose une marge de phase, marge de gain, c'est suffisant pour déterminer les gains des correcteurs. On verra ça à travers les TD. Soit on pourrait imposer un temps de réponse. Donc je voudrais que mon système réponde au bout d'un certain temps de réponse et qu'il ne dépasse pas un certain dépassement. C'est ce qui a été vu lors du dernier cours. On a vu un exercice où on imposait une marge de phase supérieure à 45 degrés et un dépassement inférieur à 10%. On a vu comment calculer pour déterminer c'était le gain correct, le proportionnel uniquement. Alors il y a une autre méthode assez répandue dans l'industrie, c'est la méthode de Ziegler-Nichols. On va voir cette méthode qui est assez nouvelle pour nous. Donc méthode de Ziegler-Nichols pour le dimensionnement du régulateur PID. C'est une méthode qui est largement utilisée dans la pratique. Il y a deux façons de procéder avec cette méthode. Les deux façons sont résumées à travers un tableau. D'accord? Soit on fait un premier test en boucle ouverte. Donc on peut dimensionner les gains proportionnels intégrales et dérivés avec un test en boucle ouverte. Alors, ce test suppose que l'on va récupérer une réponse apériodique, sans oscillation. Alors, le test consiste à mettre l'action proportionnelle à 1, donc la valeur de Kp à 1, à annuler l'action intégrale et dérivée. Si vous annulez l'action dérivée, Td multiplié par P, donc il est nul, l'action dérivée s'annule. L'action intégrale, on a 1 sur Ti fois P. 1 sur infini, c'est nul. Donc, la méthode de test en boucle ouverte suppose d'annuler l'action intégrale et dérivée. Pour l'action proportionnelle, la mettre à 1. D'accord? Donc, ceci se fera sans déconnecter le correcteur. On laisse le correcteur et on va rentrer dans les paramètres, mettre une action proportionnelle à 1, la dérivée à 0,
une valeur très élevée pour l'action intégrale. Ensuite, on va tracer la réponse. À partir de cette réponse, on va pouvoir faire des relevés graphiques et mesurer les trois actions proportionnelles, intégrales et dérivées. Le deuxième test est un test en boucle fermée cette fois-ci. Et dans ce cas, donc vous avez la boucle de retour. Dans ce cas, on va pousser le système à sa limite de stabilité, grâce toujours au gain proportionnel uniquement. On va augmenter le gain proportionnel jusqu'à une valeur limite que l'on va appeler Kmax, jusqu'à ce que la réponse soit périodique sous forme d'une sinusoïde. Je vous explique tout ça à travers le tableau qui va suivre. Donc, quand vous récupérez la réponse sinusoïdale oscillatoire, il faudra relever la période des oscillations et retrouver la pulsation oscillation à travers cette formule. Donc, pour l'instant, pour le test en boucle fermée, on connaît deux valeurs, le Kmax, puisque c'est nous qui l'avons imposé, on l'a augmenté jusqu'à une valeur limite, donc on connaît sa valeur. Une fois qu'on a récupéré une réponse périodique, on va relever graphiquement la période des oscillations. Après, on appliquera les formules données par Ziegler-Nichols. Alors, tout ceci va être plus simple à travers ce tableau. Concentration à 100% sur ce slide afin de comprendre les deux approches de la méthode Ziegler-Nichols. Donc, commençons par la méthode en boucle ouverte. Qui dit boucle ouverte dit qu'il n'y a pas de retour. Donc, on va couper au niveau du retour. D'accord? Ici, c'est notre process. Et là, c'est le correcteur. Théoriquement, je devrais avoir le PID. Sauf que j'ai annulé l'action dérivée et j'ai annulé l'action intégrale. Donc, il ne me reste que le proportionnel. En particulier, j'ai pris la valeur 1 pour le proportionnel. Donc, le Kp vaut 1. D'accord? Alors, à l'entrée, je vais appliquer un échelon. Et à cet échelon, je vais récupérer une réponse au niveau de la sortie. La réponse, je vais la tracer en plus grand ici. Donc ça, c'est l'échelon que j'ai appliqué. Et la sortie a répondu comme ça. Alors, je vais observer différentes choses. La première chose que j'observe, je vais essayer de tracer la tangente au point de départ. Donc, j'essaie de tracer la tangente. J'observe qu'il y a eu un temps de retard par rapport au moment où j'ai appliqué l'échelon à l'entrée. Le système a répondu au bout d'un certain temps pour commencer son allure. Donc ce temps, je le relève, on l'appellera taux. Par rapport à la tangente que j'ai tracée au début, c'est vraiment une tangente au début. Donc là, je l'ai tracée encore une fois sur PC. Il faut tracer la tangente pile poil au moment où le système commence, où il décolle du zéro. D'accord? Alors l'intersection avec l'échelon que j'ai appliqué, je descends pour relever cette distance. Cette distance sera appelée grand T. Donc graphiquement, on a récupéré deux paramètres. Je répète, la méthode en boucle ouverte, je coupe le retour, j'annule l'action dérivée intégrale, il n'y a que le proportionnel que je mets à 1. Comme c'est une méthode pratique, je vais appliquer un échelon en entrée, d'amplitude E par exemple. Je récupère la sortie. Sur la sortie, il faudra identifier deux paramètres, taux, le retard avec lequel le système va commencer à réagir, et le grand T relevé comme ça. C'est une méthode qui est pour la régulation que pour la poursuite. Est-ce que vous vous rappelez la différence entre la régulation et la poursuite? La régulation, vous devriez avoir une consigne constante.
la poursuite, la consigne peut changer. D'accord? Donc même si la consigne change, pour dimensionner mes paramètres, il faut que je fasse ce test-là avec un échelon constant. Donc si vous avez un régulateur PID, vous devriez appliquer les formules qui sont là pour dimensionner les trois actions, KP, TI, TD. Uniquement en se basant sur les deux mesures, taux et grand T. Si vous avez un régulateur PI, vous devriez appliquer les formules qui sont là. Et si vous n'avez que l'action proportionnelle, voilà la formule à appliquer. Donc les gains qui sont là ont été déterminés de manière empirique, c'est-à-dire en effectuant plusieurs tests sur différents systèmes, et c'est les valeurs qui marchent le mieux. D'accord? Donc ça, c'est pour le test en boucle ouverte. Si par contre, vous faites un test en boucle fermée, donc cette fois-ci, le retour n'est pas coupé, vous avez la boucle fermée, pareil, on annulera l'action dérivée et intégrale, on ne laissera que l'action proportionnelle, juste un gain. On va appliquer pareil un échelon d'entrée, d'accord? Cette fois-ci, on va augmenter progressivement le gain proportionnel jusqu'à une valeur limite. Alors, c'est quoi cette valeur limite et comment l'atteindre? Vous allez observer la sortie. Pour des valeurs faibles de K, de KP, plutôt de K, du gain K, vous allez voir la différence entre K et KP après. Pour des valeurs faibles, vous risquez d'avoir des oscillations dont l'amplitude diminue. D'accord? Si K est trop grand, vous allez avoir des oscillations dont l'amplitude augmente, et donc un système instable. La limite entre un système dont les oscillations diminuent, donc stable, et un système dont les oscillations augmentent, donc instable, la limite entre eux, c'est d'avoir des oscillations dont l'amplitude est constante. Et c'est exactement cette valeur limite de K que vous allez chercher. Donc si vous avez un système réel, industriel, vous avez accès au gain K, vous mettez une valeur faible, vous allez avoir des oscillations qui diminuent, vous augmentez ce gain jusqu'à avoir des oscillations avec amplitude constante. Il ne faut pas aller au-delà, sinon le système va diverger. Donc quand j'arrive là, je relève la valeur de K appelée K limite. Puisque c'est moi qui l'impose, à travers un dispositif, je sais quelle valeur j'ai appliquée. Donc le K limite, K max, je le connais. Ensuite, vous allez relever la période de ces oscillations. Donc un relevé graphique pour avoir T oscillations. Là aussi, c'est une méthode valable pour la régulation ou pour le tracking. On a vu dans le slide précédent comment passer de T oscillation à oméga oscillation. Alors, si vous appliquez un régulateur PID, Ziegler-Nichols nous disent qu'il faut appliquer les coefficients qui sont là pour avoir les meilleures performances. Donc Kp, le gain proportionnel, doit être égal à ça. C'est pour ça que je ne l'ai pas appelé Kp au début. Ça, c'est juste un gain pour relever la valeur de Kmax. Kp, le gain proportionnel que je vais appliquer, est égal à 0,6 fois Kmax. Et là, vous avez les coefficients pour avoir Ti et Td. Si vous n'avez qu'une action proportionnelle intégrale, voici les gains à appliquer. Et si vous n'avez qu'une action proportionnelle, voici le gain appliqué par rapport à Kmax. D'accord? Méthode de Ziegler-Nichols, très utilisée en industrie. Voilà comment l'appliquer, soit en boucle ouverte, soit en boucle fermée. Vous regardez, soit vous utilisez un simple proportionnel, soit vous êtes avec un PI pour annuler l'erreur statique, donc auquel cas j'applique les formules qui sont là. Soit je veux améliorer l'erreur statique et la dynamique au début, j'utilise un PID et j'utilise des formules qui sont là.
continue. Hein. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez, autrement je continue. Exemple d'application. Considérons une fonction de transfert en boucle ouverte, Open Loop Transfer Function, de ce type-là. G de P, c'est 0,2 sur P fois 1 plus 2P au carré. Donc là, on nous impose d'utiliser un correcteur PID. Donc je ne me pose pas la question sur le choix du correcteur puisqu'il est imposé par l'exercice. Vous devez utiliser un correcteur PID. Et on vous demande de calculer les gains du PID avec la méthode de Ziegler-Nichols en boucle fermée. Donc les choses pour l'instant sont quadrillées. On me demande d'utiliser un PID et les paramètres du PID dimensionnés par la méthode de Ziegler-Nichols en boucle fermée. Premièrement, il nous faut connaître la valeur de Kmax. Quelle est la valeur limite du gain Kmax qui va mettre ce système à la limite de la stabilité? Alors ici, on n'a pas le dispositif, donc on ne va pas faire le test réel. Par contre, on peut faire un calcul analytique qui va nous permettre de déterminer les valeurs du PID. Alors, est-ce que vous vous rappelez dans quel cas on est devant le Kmax? Pour rappel, si K est petit, vous pouvez avoir des oscillations dont l'amplitude diminue. Donc, système stable. Si K trop grand, vous allez avoir éventuellement des oscillations dont l'amplitude augmente jusqu'à l'infini et donc le système instable. Entre les deux, on est à la limite de la stabilité. Donc, des oscillations dont l'amplitude reste constante. Est-ce que vous vous rappelez, dans le tracé de Bode, où se situe la limite de la stabilité? Est-ce que vous vous rappelez du tracé de Bode et du relevé de la marge de phase? On avait dit qu'il fallait une certaine condition sur la marge de phase pour dire que le système est stable. Vous vous rappelez ou pas? Est-ce que vous vous rappelez comment mesurer la marge de phase? Allez, on va revenir plus loin. C'est quoi une marge de phase? Vous êtes toujours là? Oui. Alors, c'est quoi la marge de phase? Oui. J'ouvre notre dernier cours. Et je vais aller celui-là. L'analyse de la stabilité. Voilà. Alors, c'est un rappel. Hein. Vous avez un système pour lequel on a fait le tracé de Bode, donc module et phase. À une certaine pulsation où j'ai le gain en dB qui est nul, ça c'est la pulsation de coupure. Soit le gain en dB est nul, soit le module vaut 1. D'accord? Donc à cette pulsation, je descends. Ça c'est la marge de gain. Ce qui m'intéresse, c'est la marge de phase. Et c'est la distance qui me sépare du moins pi. Cette distance évaluée dans ce sens-là, vers le haut, est appelée la marge de phase. C'est la distance qui me sépare de l'instabilité.
L'instabilité ici, c'est le moins pi. Pourquoi moins pi? Parce que dans le tracé de Bode, c'est ce qui représente le point moins 1 dans le Nyquist. Vous vous rappelez que le moins 1, c'est le point qui annule le dénominateur de la fonction transfert en boucle fermée. Si g vaut moins 1, on divise par 0 et donc le système explose. Ce moins 1 dans le tracé de Bode se traduit par le moins pi. Donc à la pulsation de coupure, si j'ai une distance qui me sépare du moins pi, j'ai une marge de phase, autrement dit une marge de stabilité. Si le tracé en bleu passait par là, regardez la souris, par là, et donc la marge de phase serait négative, le système serait stable. Donc la limite de stabilité serait à quel moment? À quel moment on serait à la limite entre la stabilité et l'instabilité? Je viens de dire que si la marge de phase était positive, donc le système passe au-dessus des moins pi à la pulsation de coupure, c'est un système stable. Si le système passe en dessous des moins pi à la pulsation de coupure, la marge de phase serait négative. Le système est instable. Donc, quelle est la limite entre la stabilité et l'instabilité? Quelqu'un pour me répondre, s'il vous plaît? Vous êtes toujours là ou pas? Oui. Alors, à quel moment on serait à la limite de la stabilité? C'est évident, hein? Je passe au-dessus à la pulsation de coupure, c'est stable. Je passe en dessous, c'est instable. Où est la limite de la stabilité? Alors là, il faut me répondre pour que je continue, hein. S'il n'y a pas de réponse, je ne continue pas. C'est pas quand la marge est égale à 0. Eh bien voilà, si le tracé des phases passe pile poil par le moins pi à la pulsation de coupure, le système est à la limite entre stabilité et instabilité. Autrement dit, marge de phase nulle. On est d'accord? Je répète, marge de phase évaluée comme ça, donc positive, système stable. Si elle est vers le bas, le système est instable. Si elle est nulle, on est à la limite de la stabilité. On est d'accord? Oui. Très bien. Eh bien, le cas max, justement, on est à la limite de la stabilité. Si vous vous rappelez, les oscillations ici, soit elles diminuent, on est stable, soit elles augmentent, on est instable. La limite entre stabilité et instabilité, c'est des oscillations dont l'amplitude reste constante. Et c'est justement la valeur pour laquelle j'ai appliqué le K max. Autrement dit, K max peut être calculé grâce à la marge de phase. Qu'est-ce qui caractérise le K max? Quelle est la valeur de la marge de phase pour K max? Qui peut me répondre? Une marge de phase nulle, tout à fait. Donc pour avoir K max, il suffit de mettre la marge de phase de ce système égale à 0 et on pourra déterminer la valeur de K max.
Ensuite, on nous demande de déterminer la période du signal sinusoïdal généré. Alors, la période, soit vous avez un essai pratique, vous avez le dispositif, vous faites un essai graphique, donc vous relevez la valeur des oscillations, relevé graphique, soit par calcul en appliquant la formule que j'ai donnée dans le slide précédent. D'accord? La période des oscillations est égale à 2π sur oméga oscillation. Et oméga oscillation, comme on l'a trouvé, eh bien, ça sera la pulsation de coupure qui va nous donner une marge de phase nulle. Allez, on va traiter l'exercice ensemble. Vous allez voir comment déterminer les gains d'un correcteur PID avec cette méthode. Donc ça, c'est notre système. G2P 0,2 sur ça. Limite de l'instabilité veut dire automatiquement marge de phase nulle. Autrement dit, la phase de mon système vaut moins pi. C'est la même chose. Puisque la marge de phase est définie comme étant pi plus la phase à la pulsation de coupure. Et donc, la phase à cette pulsation vaut moins pi. On vient de le voir à travers le rappel sur le tracé de Bode. Donc, à partir de là, je vais essayer de trouver la phase de cette fonction. Qui peut me donner la phase, dans ce cas, l'expression de la phase? Alors, rappel, quand vous avez une fraction, la phase dans le cas d'une fraction, c'est la phase du numérateur moins la phase du dénominateur. Si vous avez un produit, comme c'est le cas au dénominateur, c'est la somme des phases. Donc, c'est la phase de pi plus la phase de ça, multiplié par 2, puisque c'est élevé au carré. Et toujours rappel, par exemple, au numérateur, je n'ai pas de partie imaginaire. La phase, c'est arctangente imaginaire sur réel. Comme l'imaginaire est nul, arctangente 0 sur un réel, c'est 0. Donc, qui peut me donner l'expression de la phase ici? Vous pouvez faire des essais, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la réponse juste. Mais je voudrais avoir des contributions et des propositions. Pareil, j'attends qu'il y ait des propositions pour avancer. Moins pi sur 2 fois 2 arctan de oméga. Exactement. Alors, j'explique. On a dit que c'était la phase du numérateur moins la phase du dénominateur. La phase du numérateur est nulle. Il n'y a pas de partie imaginaire. Donc, c'est 0 moins. Donc, je mets un moins et j'ouvre une parenthèse. Ça, c'est un produit. Donc, je vais prendre la phase de pi, qui est pi sur 2. D'accord? Ça aussi, c'est un produit. 1 plus 2p au carré, c'est 1 plus 2p fois 1 plus 2p. Comme c'est la même chose, comme on est en train d'additionner les phases, donc ça sera 2 fois la même phase. Quelle est la phase de 1 plus 2p? C'est arctangente imaginaire sur réel. L'imaginaire, c'est 2 oméga, le réel, c'est 1. Donc, 2 fois arctangente 2 oméga sur 1. Autrement dit, 2 fois arctangente 2 oméga. C'est bon pour cette expression? Normalement, on est tous capables de la trouver. Ah, cette phase à la pulsation de coupure qui m'intéresse, qui sera également la pulsation des oscillations, il faut qu'elle soit égale à moins pi. Pourquoi? Parce qu'on est à la limite de la stabilité. Et du coup, j'ai une équation à une inconnue, c'est oméga pour l'oscillation. Je vais vous laisser un peu de temps
trouvez-moi la valeur de oméga oscillation. Je veux avoir une réponse numérique pour oméga. Est-ce que ça fait un demi? Alors, un demi, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour confirmer ou infirmer? Quelle est l'unité? Est-ce qu'il y a une unité à mettre ou pas? Les radians. Radians par seconde. Est-ce que quelqu'un d'autre a trouvé un demi? Personne? Oui, c'est bon. Très bien. Donc là, c'est simple, hein, moins 2 arctangents, je le passe à droite. Le moins pi, je le passe à gauche. Je vais avoir pi moins pi sur 2, donc pi sur 2. Le 2, je divise par 2, ça fait pi sur 4. Arctangent de oméga 0 égale pi sur 4. Je passe la tangente des deux côtés. Tangente de pi sur 4, c'est 1. Et donc, le 2 qui est multiplié par oméga oscillation, je le passe encore de l'autre côté, ça fait 1 demi. 0,5 radians par seconde. Alors attention, si vous ne mettez pas l'unité, vous avez la moitié de la note. D'accord? Alors, comment trouver le Kmax? Là, on a pu calculer uniquement la pulsation des oscillations. Il nous faut aussi trouver le Kmax. Alors, on sait que à la pulsation de coupure qui m'intéresse, le gain en dB vaut 0, ou si je parle du module, le module vaut 1. D'accord? Donc, je sais que si je calcule le module de mon système et que je prends la pulsation que je viens de trouver, il faut que ce module vaut 1. D'accord? Alors, le système, vous n'avez pas uniquement le G2P, hein, la fonction transfert du système. J'ai aussi le régulateur qui est exprimé par le Kmax. Je reviens rapidement là-dessus pour que vous compreniez cette partie. On est dans cette configuration. G2P est là. D'accord? G2P n'est pas seul. Vous avez le correcteur et donc j'ai la valeur de Kmax. Et donc la fonction transfert en boucle ouverte, c'est le produit des deux. D'accord? Fonction transfert en boucle ouverte, c'est le Kmax multiplié par, enfin le module de la fonction transfert en boucle ouverte, c'est le Kmax multiplié par le module de G. On revient à notre exercice. Peut me donner l'expression du module de G. Quelle est l'expression du module ici? Que c'est 0,2 divisé par racine carrée de 4 fois oméga puissance 4 plus 1 moins 4 oméga cube, le tout au carré. Alors c'est probablement ça. Moi, je voudrais avoir l'expression avant de remplacer la valeur de oméga. Donc je vais avoir l'expression en fonction de oméga. Si vous pouvez me la donner. Donc au numérateur, c'est 0,2. Au carré sous la racine, donc le carré part avec la racine, parce qu'il n'y a pas de partie imaginaire. Oui, allez-y.
quelqu'un peut répondre? Au dénominateur, le produit des modules, enfin le module d'un produit, c'est le produit des modules. Donc le module de P tout seul. Le P n'a pas de partie réelle. Donc c'est sa partie imaginaire au carré sous la racine. Autrement dit, c'est oméga. D'accord? Le module ici, c'est racine 1 au carré plus 2 oméga au carré. Sous la racine, élevé au carré. Alors je n'oublie pas de multiplier tout ça par Kmax. Donc à la pulsation de coupure qui m'intéresse, la pulsation des oscillations, je sais que le module de Kmax multiplié par G vaut 1. Ceci va me permettre de calculer la valeur de Kmax. Et donc, c'est 0,02 multiplié par Kmax divisé par oméga oscillation. Racine, mais la racine va partir avec le carré qui est là. 1 au carré plus 2 oméga oscillation au carré. Donc 2 au carré, c'est 4. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec cette expression du module? À ce stade des choses, vous devriez tous être en mesure de retrouver un module et une phase. Est-ce que vous avez des questions sur ça? C'est le moment de les poser. Non? Eh bien, si vous n'avez pas de questions, vous remplacez avec la valeur de oméga oscillation et vous me déterminez la valeur de Kmax. Je vous laisse quelques minutes, trouvez-moi la valeur de Kmax. Est-ce que Kmax il est égal à 5? Kmax égale à 5. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre pour confirmer? J'ai coché ça aussi. Vous avez pareil? Oui. J'ai trouvé ça pareil aussi. Très bien. Donc, en remplaçant avec 0,5, vous Oui. allez trouver Kmax égale à 5. Alors, voyez bien, je vous avais dit qu'en pratique, la valeur de K est relativement faible. Ça, c'est la valeur max limite au-delà de laquelle vous allez tomber dans l'instabilité. D'accord? Alors, qui peut nous donner la valeur de la période des oscillations? T oscillation. Il y a une formule liée avec la période des oscillations. Hein, T oscillation, c'est 1 sur... alors, T, c'est 1 sur F, et oméga, c'est 2 pi F. Donc, c'est 1 sur 2 pi oméga oscillation. Trouvez-moi la valeur de T oscillation à partir de 0,5 radian. 12,5. Est-ce qu'il y a une unité à mettre ou pas? Les secondes. Voilà, attention, à chaque fois, le gain K n'a pas d'unité, mais lorsqu'on parle de T, T oscillation, TD ou TI, les constantes de temps d'intégrale et de dérivée, attention à l'unité. Donc c'est 2 pi sur oméga oscillation et c'est 12,56 secondes. 12,56 secondes. Alors vous voyez bien, là, vous avez fait le plus gros du travail. D'accord? Donc on a pris un système quelconque qui n'a pas une forme
forme simple. On s'est mis à la limite de la stabilité. On a calculé sa phase. La limite de stabilité, ça devrait être égal à moins pi. Ceci nous a permis de trouver la période oméga oscillation. Et sachant que le module à cette pulsation vaut 1, avec le Kmax, on a trouvé la valeur de Kmax. Connaissant oméga oscillation, on peut faire des oscillations. Après, je reviens sur le tableau Ziegler-Nichols. Je suis dans le cas d'un PID et dans la colonne méthode en boucle fermée. Donc voilà les coefficients que je dois appliquer. Je vous laisse prendre note ici, puisque je vais vous demander de me calculer Kp, Ti, Td. Vous avez maintenant Kmax et T oscillation. Prenez note et on revient à l'exercice pour que vous me donniez les valeurs du correcteur PID. Quelle est la valeur de Kp, Ti et Td à appliquer? J'ai trouvé Kp égale 3, Ti égale 6,28 et Td égale 1,57. Alors, je rappelle les formules ici. Kp effectivement 3, j'ai trouvé la même chose. Ti 6,28 secondes et Td 1,56 secondes. Parfait. Vous savez maintenant comment dimensionner un correcteur PID qui va donner les meilleures performances. Donc l'expression du correcteur est la suivante. Donc le Kp à l'extérieur, si vous parlez de Ti, Td, c'est que vous avez sorti Kp en facteur commun. Kp, facteur commun de l'ensemble. Td se met ici et Ti se met là. D'accord? Et voilà la chaîne de régulation schéma bloc à appliquer. Donc finalement, GP, votre système, c'est celui-là. Quel est le correcteur le plus adapté? Il va se mettre en amont à votre système. Voilà son expression et voilà les valeurs des paramètres du correcteur PID. Maintenant, vous savez dimensionner un correcteur PID. La question qui va rester, est-ce que vous savez réaliser pratiquement un correcteur PID? Est-ce que vous savez comment réaliser le correcteur CP dont vous venez de calculer les paramètres? Alors j'imagine que non à ce stade. De manière électrique, on peut utiliser des amplificateurs opérationnels? Tout à fait. Si vous utilisez de l'électronique, on peut utiliser de l'électronique des opérateurs opérationnels, des AOP. Si vous avez des microprocesseurs, microcontrôleurs, on peut directement écrire cette formule sur un Arduino, sur un PIC, sur un DSP ou un automate programmable. On vient directement écrire la formule. Donc écrire la formule, c'est relativement simple. Ce que je vais vous montrer, c'est comment réaliser ce correcteur avec des AOP. Alors ça, on le verra après cette partie. Action des différents correcteurs sur la réponse indicielle, la réponse à un échelon. Alors si vous pouvez juste couper vos microphones, s'il vous plaît. Alors ça, c'est ma consigne. Ça, c'est la réponse de mon système lorsqu'il n'y a pas de contrôleur appliqué. Donc, j'ai simplement alimenté mon système en appliquant cette consigne. Et ça, c'est la réponse de ma sortie. Est-ce que ce système est stable? Est-ce que ce système est stable? Oui. Oui, dans la mesure où il ne diverge pas. D'accord? Est-ce qu'il est précis? Oui. Oui. On observe qu'il y a une erreur statique. Ça, c'est l'erreur statique.
on essaiera de l'améliorer. Est-ce qu'il est rapide? Oui. Alors, je n'ai pas mis d'échelle sur le temps. Donc, vous ne savez pas si c'est des secondes, des heures, des jours, des mois ou de la milliseconde. Donc, vous allez devoir me faire confiance en vous disant que ce système est lent et qu'on essaiera de l'améliorer. Donc, il est stable, a priori, mais par contre, ce qui m'inquiète, c'est le premier pic. Quand le premier pic est important, c'est toujours assez critique, puisque quand vous démarrez le moteur, au démarrage, il y a un courant d'appel. Si ce courant est important, courant de démarrage, vous risquez de casser votre moteur. Donc on essaiera toujours de réduire la phase initiale, le dépassement initial. Donc le système est stable, mais si vous pouvez améliorer la stabilité en termes du pic, faites-le. C'est pour ça que je dis stable, mais la stabilité est insuffisante. Si on peut l'améliorer, on le fait. L'erreur statique est importante et le temps de réponse est important. Alors, on va appliquer dans un premier temps uniquement l'action proportionnelle. Dites-moi qu'est-ce qu'on a amélioré et qu'est-ce qu'on n'a pas pu améliorer avec l'action proportionnelle. Est-ce que l'erreur a été améliorée? Améliorer la précision et le temps de réponse. L'erreur a été améliorée. Elle n'est pas nulle, mais elle a été améliorée. Le temps de réponse, est-ce qu'il a été amélioré? Pas forcément. Que tout ça, pour moi, c'est du transitoire. Le régime permanent, il est là. Donc, si je compare entre là et là, on n'a pas forcément amélioré le temps de réponse. Est-ce qu'on a amélioré le dépassement? Est-ce qu'on a pu réduire le dépassement? Non, il y a toujours un dépassement élevé. C'est pour ça que je dis qu'on a pu réduire l'erreur statique, c'est vrai, mais elle n'est pas nulle pour autant. On a augmenté le risque d'instabilité par rapport au premier pic qui est devenu plus important. Le temps de réponse reste élevé. D'accord? Donc vous voyez les limites du correcteur proportionnel, puisque s'il améliore une action, une performance, il ne peut pas améliorer les autres. Donc il a une action globale sur tout. Il va amplifier partout. Alors on n'est toujours pas satisfait, on a appliqué l'action proportionnelle intégrale. Qu'est-ce que vous observez? C'est parfait. J'ai pas entendu. On a gagné en précision par rapport à celui-là. On a amélioré la précision par rapport à l'erreur statique. L'action intégrale, elle est spécialisée, entre guillemets, sur l'erreur statique. Son rôle, c'est de réduire ou d'annuler l'erreur statique. Donc ici, elle le fait bien. Est-ce qu'on a pu améliorer la rapidité? Non. 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 L'intégrateur n'a rien à voir avec le début. Il agit à la fin. Donc, on ne peut pas améliorer la rapidité. Le dépassement est toujours important. Donc, l'erreur statique annulée, effectivement, mais la stabilité reste insuffisante par rapport à ce dépassement important et le temps de réponse reste élevé. Cette fois-ci, on change, on met un proportionnel dérivé. Qu'est-ce que vous observez? Il y a une erreur importante. Ok, quoi d'autre? Est-ce que c'est plus rapide? Oui. Oui. Et par rapport au dépassement? Moins important. Il est moins important. Alors rappelez-vous, l'action dérivée agit au début. Après, elle s'annule.
Et donc, en même temps, elle améliore la rapidité et elle agit aussi sur le dépassement pour le réduire. Là, on peut dire qu'on a une stabilité améliorée puisque le dépassement a été réduit. D'accord? On a amélioré la rapidité, on a amélioré la stabilité. Par contre, le dérivateur n'a rien à voir avec l'erreur statique. Cette fois-ci, on combine les trois actions pour avoir les trois avantages. Et vous voyez qu'on a amélioré l'ensemble des aspects. Système rapide, pas d'erreur statique, dépassement réduit. Et donc, on a amélioré la rapidité, la stabilité et l'erreur statique. Alors, vous allez me dire pourquoi on n'utilise pas forcément et systématiquement un PID. Ben, le correcteur PID, par rapport aux autres actions, PI, PD ou PI, ou P tout seul, ben, il va être forcément plus cher, plus complexe à dimensionner, et il va prendre plus d'espace si on parle en termes d'encombrement. Donc ce rendu final, forcément on le paye sur d'autres aspects. D'accord? Comment réaliser un correcteur proportionnel intégral dérivé ou proportionnel tout seul ou une combinaison entre les trois? D'abord, on va réaliser le comparateur. Alors ça, c'est mes entrées sur lesquelles je vais connecter ma consigne et ma mesure. D'accord? Ça, c'est la sortie qui va être la sortie du comparateur, autrement dit epsilon, appelée erreur. Entre les deux, je prends un AOP, d'accord, et je le connecte de la façon suivante. Prenez n'importe quel AOP, un LM311 peut faire l'affaire. Vous prenez la même valeur des résistances, d'accord? Généralement, on prend des résistances de quelques kilo-ohms, voire 1 kilo. Et je fais le branchement suivant. Donc ici, c'est la masse. Il y a une contre-réaction positive sur l'entrée positive ici, comme ça. Et il y a une contre-réaction sur l'entrée négative. Alors, la sortie, si j'écris l'équation de l'AOP, qui est le rapport entre l'impédance de sortie sur l'impédance d'entrée, la sortie va me donner la consigne moins la mesure. D'accord? Voilà comment réaliser un comparateur avec un AOP et des résistances. Attention, il faut mettre la référence en bas sur l'entrée positive et la mesure sur l'entrée négative. Auquel cas, vous aurez l'erreur calculée correctement, consigne moins la mesure. Donc ça, c'est le premier montage que je fais pour réaliser la soustraction, autrement dit le comparateur. Par rapport à l'action proportionnelle, je reprends cette fois-ci la sortie de mon comparateur, donc l'erreur. Je souhaiterais récupérer l'action proportionnelle, U. Alors U, c'est la lettre qu'on utilise de manière générale pour la sortie du contrôleur. Donc UP, c'est l'action proportionnelle. Et je vais mettre le même type d'AOP. Sur l'action, l'entrée positive, je la connecte à la masse. Sur l'entrée négative, je vais mettre deux composants qui sont deux résistances. D'accord? La sortie de l'action proportionnelle, c'est l'impédance de sortie sur l'impédance d'entrée avec un signe moins, puisqu'on est sur l'entrée négative, la contre-réaction négative. L'impédance de sortie, c'est R2. L'impédance d'entrée, c'est R1. Et donc, je vais avoir moins R2 sur R1 fois le signal d'entrée qui est l'erreur. Ça, c'est un dispositif pour amplifier le signal d'erreur. Je rappelle que le proportionnel, comme son nom l'indique, c'est un simple gain d'amplification du signal de son entrée qui est l'erreur. Et là, on a réalisé l'amplification grâce au rapport R2 sur R1. Après, si vous trouvez par exemple
un gain d'amplification de 5, ben, il faut choisir R2 et R1 de manière à ce que le rapport entre les deux me donne le rapport de 5. Ensuite, l'action intégrale. Toujours l'erreur qui a été produite par le... Ça, c'est la sortie UI pour dire la sortie du contrôleur pour la partie intégrale. Je reprends le même type d'AOP, toujours l'action positive, l'entrée positive à la base. Et cette fois-ci, je vais mettre deux éléments en entrée et en sortie. Je rappelle que je souhaite fabriquer une action intégrale, donc fabriquer un intégrateur. L'intégrateur, si vous vous rappelez bien, c'est 1 sur P. Donc, qu'est-ce que je mets en sortie et en entrée pour fabriquer le 1 sur P ou le gain KI sur P? Eh bien là, il faudra mettre un condensateur en sortie et une résistance à l'entrée. Quelle est l'impédance d'un condensateur, vous vous rappelez ou pas? 1 sur JC oméga. 1 sur JC oméga. Rappelez-vous, J oméga, c'est quoi? J fois oméga, c'est P. Et donc, l'impédance de ce condensateur, c'est 1 sur C fois P. L'impédance de l'entrée, c'est R. Comme c'est une action, une contre-réaction négative, je vais mettre un moins. Et donc, ça sera moins 1 sur CP divisé par R. Et donc, ça sera moins 1 sur RCI fois P. Le P, il sera au dénominateur. Comme je sais que 1 sur P, c'est une action intégrale, donc le 1 sur P peut être remplacé par l'intégrale de l'entrée. L'entrée, c'est epsilon. Donc, il y a deux façons d'écrire ça, hein, je vous le dicte. Moins 1 sur RCI fois P, le P en bas, multiplié par epsilon. Ou bien, si je dis que 1 sur P, c'est une action intégrale, c'est l'intégrale d'epsilon dt. Alors, le condensateur, je lui ai mis un indice I pour dire intégrateur. Donc ça va jouer le rôle 1 sur CI, RCI, c'est 1 sur TI. Donc la constante d'intégration TI, c'est simplement le produit de R fois CI. Donc comme pour l'exemple de tout à l'heure, vous allez calculer TI et prendre la valeur de R et de CI, de manière à ce que le produit R fois CI vous donne la constante d'intégration TI que vous avez trouvée. On continue. L'action dérivée, pareil. L'entrée positive à la masse. Sur l'entrée négative, je vais choisir des éléments de manière à ce que la division de l'amplitude de l'impédance de la sortie sur l'entrée me donne une action dérivée. Rappelez-vous, l'action dérivée, c'est P. L'action intégrale, c'est 1 sur P. Donc, il faut fabriquer ce P. Comment faire? Eh bien, je vais inverser la position de la résistance et du condensateur que j'appelle maintenant C dérivateur. Qui peut me donner l'expression de la sortie par rapport à l'entrée? UD est égal à quoi ici? À chaque fois, on dit que si vous avez une contre-réaction négative sur l'AOP, c'est un moins l'impédance de sortie sur l'impédance d'entrée. Quelle est l'impédance de sortie? C'est quoi l'impédance d'une résistance? C'est R. C'est R. Et donc, c'est moins R divisé par... Quelle est l'impédance d'un condensateur? 1 sur JC oméga. Autrement dit, 1 sur CP. Pardon. Donc, vous allez avoir moins R divisé par 1 sur CP. Donc, il y a deux fractions. Moins R divisé par, en bas, vous avez 1 sur CP. Et donc, quand vous avez une double fraction, le CD va monter au numérateur. Vous allez avoir moins R CD
fois P fois l'entrée. Ou bien vous dites que P, c'est une action dérivée, et donc c'est D de l'entrée, pardon, D de l'entrée sur dt. Voilà comment fabriquer une action dérivée, une action intégrale, une action proportionnelle, mais également le comparateur. Donc après, vous pouvez combiner les trois de manière à fabriquer une action PID. D'accord? Alors le PID, vous allez voir, si vous continuez sur des UV d'automatique, des modules d'automatique, il y a plusieurs façons de fabriquer un PID. On peut fabriquer un PID série, un PID parallèle. C'est ce qui va conditionner le branchement des différentes actions. Donc le PID parallèle, vous mettez simplement en parallèle le montage du dérivateur, en parallèle avec l'intégrateur, en parallèle avec le proportionnel, et on regroupe l'ensemble sur la même sortie. Donc c'est ce qu'on verra sur le prochain TD, où vous allez avoir des problématiques vraiment concrètes. On va vous donner des fonctions de transfert de moteur, par exemple, ou d'autres systèmes. On va vous donner un cahier des charges par rapport à un dépassement, à ne pas dépasser, par rapport à un temps de réponse, par rapport à une marge de stabilité, ou par rapport à la méthode de Ziegler-Nichols. Vous allez être amené à dimensionner les gains du correcteur PID et à nous donner le montage de réalisation en utilisant des AOP. Voilà, comme ça, vous allez directement à la pratique faire votre montage et attaquer votre système avec ce type de régulateur. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas tout compris, c'est normal. Attendez que le TD soit fait, ou là, d'autres informations vont venir. Ici, il faudra comprendre le principe, mais je vous invite à revoir la vidéo, puisque vous avez pas mal d'informations importantes qui ont été données. Vous avez des questions ou pas? Non. Très bien. Je vous remercie. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine séance. Merci, vous aussi, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oui.